Emmanuel Macron s'est exprimé à l'instant. Est-ce que les annonces du président de la République correspondent, selon vous, à l'urgence et à la situation sanitaire aujourd'hui dans le pays? Je ne sais pas bien. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il était urgent de freiner plus encore la propagation du virus. Et ça, on est à peu près tous d'accord pour le dire. Quand on décrète un confinement, c'est toujours un constat d'échec. Il faut bien mesurer, c'est qu'on n'est plus capable de prendre en charge correctement une épidémie dans la population. C'est-à-dire que notre système de santé est inadapté et ne peut plus répondre. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai vu, comme beaucoup d'entre nous, les projections qui ont été faites sur l'assistance publique, sur les cas de réanimation à venir si on part de décontamination actuelle. Que va-t-il se passer dans les semaines à venir, où on a plusieurs scénarios qui avaient été définis, mais si le confinement était maintenant, on était sur 2500 cas potentiels de contamination. Il faut se rappeler qu'il y a, même en utilisant toutes les ressources pour l'instant, 1500 lits, enfin 1000 lits et 1500 lits mobilisables de réanimation, de soins critiques sur la PHP. Donc voilà, extrêmement inquiétant. Et si on ne faisait pas de mesures supplémentaires, on était sur 3500. Donc là, des capacités totalement débordées et donc des patients qu'on ne peut pas traiter, parce que on parle de tri, machin. C'est surtout ça, la réalité, c'est des patients qu'on ne peut pas prendre. Voilà. Donc, on est sur un moment où on sent tous qu'il faut qu'il y ait des mesures supplémentaires de freinage. Est-ce que ce sont les bonnes mesures? Ce sont déjà des mesures, il était temps. Voilà. On pourrait dire qu'il aurait fallu le faire avant. Après, je ne vais pas refaire l'histoire. La décision est compliquée. Voilà. Je ne suis pas suspect d'adorer Emmanuel Macron, mais je conçois que la décision soit compliquée. Après, voilà, ce que j'aime pas, c'est les décisions solitaires, comme je pense qu'elles l'ont beaucoup été, plutôt que de s'adresser à l'ensemble de la représentation nationale, des élus territoriaux, des professionnels, des syndicalistes, des forces vives de la nation, de mettre tout le monde dans le bain. Voilà, mais surtout, est-ce que c'est maintenant la bonne décision? Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est un peu en dessous. C'est mon sentiment. Après, je ne suis pas un fanat de l'enfermement. Moi aussi, je n'aime pas être enfermé. Et voilà, je partage, comme tout le monde, l'inquiétude des semaines à venir. Encore que, moi, je le suis déjà. Je suis habitant des Hauts-de-France. Nous sommes déjà confinés. Et est-ce que ce confinement est efficace? Je ne sais pas bien. Alors, il faut faire attention parce que j'entends des gens, des amis qui disent « Oui, mais il y a les gens dehors ». Oui, mais ça, c'est pas très grave finalement, parce que c'est pas dehors qu'on se contamine. La question, c'est les gens dedans. Et on va fermer les écoles pour quelques semaines. C'est sûrement un moyen de limiter la contamination, même si voilà, c'est pas sans effet secondaire. Hein. On entend bien tout ce que les pédiatres, les pédopsychiatres nous ont dit. Donc, c'est pas une décision petite de sens, mais je pense qu'à un moment donné, on en est là, avec ce qui se passe partout et des fermetures de classes qui, de toute façon, désorganisent complètement le système scolaire. Il y a un point aveugle très net dans ce que dit Emmanuel Macron, c'est le travail. Il nous dit qu'il faut télétravailler, il a raison, mais il n'y a aucune mesure coercitive. C'est au bon vouloir des uns et des autres. Et on sait ce que ça vaut face à l'appétit de gagner beaucoup d'argent pour des entreprises. Voilà, je ne parle pas de mon petit commerçant du coin, je parle plutôt des grosses entreprises. On n'a pas éclairé cette question-là, parce que aujourd'hui, ne pas finalement limiter ou contraindre le travail, c'est continuer à avoir des gens qui vont travailler, qui empruntent des transports en commun, et vous habitez en région parisienne, le RER B, voilà, on m'explique qu'on y fait de la distanciation sociale. Bon, quand même, il ne faut pas pousser. On a tous vu les images de ces trains bondés, mais on a les mêmes problématiques un petit peu partout en France. Donc, on n'a pas résolu ça. Donc, ça, c'est le point aveugle. Et puis après, donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même en discuter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, ensuite, voilà, il dit une chose qui est très juste. La solution, c'est l'arme qui va nous permettre de nous en sortir, c'est la vaccination. Mais là encore, je suis d'accord, hein, y compris sur la stratégie vaccinale qui consistait à vacciner les plus fragiles, je partage entièrement la chose. Là où je trouve qu'il y a une petite omission, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est quand il ne parle pas du tout de la levée
de la propriété des brevets pour en faire des brevets publics. Parce qu'on peut nous dire on va fabriquer des vaccins en Europe, on pourrait le faire beaucoup plus aisément si toutes les entreprises pharmaceutiques disponibles, tous les laboratoires disponibles pouvaient produire ce vaccin. Or, il est sous licence, c'est une propriété privée. Donc, les productions se font soit par les propriétaires, soit sous licence accordée par eux. On est sur une histoire de gros sous. Moi, je pense que c'est un nœud du problème qu'aujourd'hui, refuser de faire des profits sur la pandémie et permettre que ces vaccins soient en fabrication libre dans tous les pays. En plus, n'oublions pas, c'est une pandémie. Ce n'est pas en France que ça joue, c'est partout dans le monde. Et ne pas permettre aujourd'hui à des pays du tiers-monde de fabriquer ces vaccins, les laisser sans aucune dose de vaccin, ou quasiment rien, le programme de l'OMS n'est pas abondé, c'est s'exposer finalement à l'apparition de variants dans ces pays, parce que évidemment, le virus circulant, il se marie, il se recombine, il mute, et nous aurons des variants qui nous reviendront dans la figure, voilà, parce que on est une seule espèce et on vit sur une seule planète. À un moment donné, il va falloir le comprendre. Il n'y a pas les gentils riches d'un côté et les sales pauvres de l'autre. On est tous humains, et si on ne soigne pas l'humanité, voilà, notre espèce, pour ce virus, de toute façon, ça reviendra. Et je trouve que voilà, on est dans un truc complètement surréaliste de parler de l'Europe uniquement. Pourquoi, selon vous, en est-on arrivé là ? On part d'une situation au début de cette pandémie extrêmement dégradée dans l'hôpital public. C'est vrai que ça paraît loin maintenant parce que ça fait un an qu'on vit ça, mais enfin, dans l'année qui a précédé, on avait quasiment tous les hôpitaux qui étaient en lutte. On avait les urgences qui avaient mené cette grève depuis très longtemps. On avait depuis des années des mouvements sporadiques dans différents hôpitaux, dans beaucoup d'hôpitaux, mais qui ne s'étaient pas fédérés. Ça fait vraiment 2 ans que ça se fédère pour dire non, c'est plus possible, nos conditions de travail sont ignobles, on ne peut plus accueillir tout le monde, vous avez fermé des lits de façon massive, rappelons-le, hein. En 20 ans, c'est 100 000 lits fermés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est 20% de nos capacités hospitalières qui ont été fermées en 20 ans. Voilà, si on les avait aujourd'hui, on ne discuterait pas tout à fait de la même façon. Donc, on a toute cette situation qui a créé la difficulté qu'on a connue. Et depuis cette première difficulté qui nous a amené au premier confinement, rien n'a changé. Enfin, il faut quand même être clair. On a parlé d'un Ségur de la santé. Le Ségur de la santé a mis des pansements, a donné un peu d'argent aux soignants, ce qui ne rattrape même pas ce qu'ils ont perdu depuis des années avec le gel du point d'indice. Donc, voilà, on aura donné une petite compensation à toutes leurs pertes, mais on n'a pas changé de politique de santé, enfin, en aucun cas. Et donc, on se retrouve dans une situation identique à ce qu'on a connu en mars. Alors, pas complètement identique, heureusement, parce qu'on a appris des choses. On a appris déjà à soigner la phase très, très aiguë du Covid. On le fait beaucoup mieux avec la cortisone, avec les anticoagulants, avec des modes de ventilation qui sont plus aussi invasifs que ce qu'on faisait au début. On a aussi une plus forte réactivité parce que on a réarmé des lits. Alors, réarmer des lits, ils ne sont pas prêts, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soignants dessus, mais ça veut dire qu'on fermera des parties d'activité pour mettre ces soignants sur des lits qui sont armés, et donc on va déployer. Mais bon, il faut bien mesurer qu'à chaque fois, quand on fait ça, c'est au détriment d'autre chose. Il n'y a pas de miracle. Et là, il n'y aura pas ce qu'on a connu sur la première vague, c'est-à-dire des renforts entre régions, parce que toutes les régions sont concernées. Donc, on n'aura pas ces échanges qu'on a pu faire. On a pu encore faire quelques transferts des régions les plus contaminées, dont la mienne, vers des régions moins contaminées. Si les choses continuent à évoluer, on ne le fera pas. Donc, on est dans une contrainte assez terrible, mais une contrainte voilà, qui remonte même avant Emmanuel Macron, qui a complètement continué cette politique que je juge extrêmement délétère, mais ceux d'avant avaient fait la même chose. Hein. Sous le gouvernement Hollande, c'était pareil, sous le gouvernement Sarkozy, j'en parle même pas, enfin, et même avant. Donc, voilà, on paye aussi les pots cassés d'une politique de santé, comment la qualifier, dégueulasse de ces 20 dernières années. Voilà.